Le monde se termina à Saipan, non pas avec le silence honorable des ancêtres, mais avec le hurlement de l'acier américain. Pendant des semaines, la jungle avait cessé d'être un lieu d'ombre et de lianes. Elle était devenue un four rugissant. L'air lui-même était déchiqueté, épais avec l'odeur métallique de la cordite, les fumées de diesel et l'odeur douce et terrible du cuivre du sang. Akiko Tanaka, sa petite trousse d'infirmière, depuis longtemps vidée, se blottissait dans la grotte avec les derniers blessés. Elle avait 22 ans. On lui avait enseigné que sa vie était un caillou à jeter, sans une seconde pensée pour la gloire de l'empereur. Maintenant les cailloux avaient tous disparu, et la marée était une vague de feu. La propagande leur avait promis des démons. Les Américains, leur avait-on dit, n'étaient que des barbares à peau blanche d'une terre décadente et paresseuse. Ils violeraient et mutileraient. Ils ne montreraient aucune pitié. Quand la charge banzai finale, une vague désespérée hurlante d'hommes affamés, s'était dissoute dans les tirs de mitrailleuses, Akiko et les autres femmes survivantes attendirent que les démons viennent. La mort était préférable au déshonneur. Certaines agrippaient des grenades, leurs mains tremblant trop pour tirer les goupilles. Le premier soldat américain qui surgit à travers le rideau de lianes n'était pas un démon, c'était un géant. Il semblait impossiblement grand, bâti de muscles et de sueur, son visage barbouillé de peinture verte et noire. Il criait, mais pas de rage. Il criait pour qu'elle sorte. Sa voix se brisait avec un étrange mélange de peur et d'épuisement. « Sortez, on nettoie ça. Sortez de là. » Une femme à côté d'Akiko commença à gémir, levant une grenade. Le soldat ne tira pas. Il se précipita, la lui arrachant de la main et gifla son visage. Pas avec cruauté, mais avec la force vive et stupéfiante d'un homme réveillant quelqu'un d'un cauchemar. Il la traîna corporellement hors de la grotte. D'autres soldats suivirent. Leurs mouvements étaient pratiqués, impersonnels et terriblement efficaces. Ils n'étaient pas des conquérants, ils étaient des exterminateurs nettoyant un nid. Elles furent rassemblées dans la lumière du soleil, qui se sentit comme un coup physique après des jours dans l'obscurité. Les femmes se blottirent ensemble. Un petit groupe tremblant de coton sale et de cheveux noirs emmêlés, s'attendant pleinement à la balle finale. Au lieu de cela, un soldat avec une croix rouge sur son casque s'agenouilla et offrit sa gourde. « Oh » dit-il. « Mizu », il connaissait le mot. Akiko fixa la gourde métallique comme si c'était un serpent. Il soupira, but dedans lui-même pour prouver qu'elle n'était pas empoisonnée, et l'offrit à nouveau. Timidement, elle but. L'eau était tiède et avait un goût de chlore, mais c'était la première eau propre qu'elle avait eue en une semaine. C'était désorientant, un démon se comportant avec une humanité basique. Le traitement fut un flou d'humiliation et de confusion. Elles furent conduites à un point de rassemblement devant des lignes interminables de machines américaines. Jeeps, camions et chars, tous peints d'un olive uniforme se déplaçaient dans un défilé synchronisé et imparable. Le nombre même d'entre eux défiait toute croyance. L'armée impériale avait combattu avec l'esprit. Les Américains combattaient avec des usines. Au centre de traitement, on leur ordonna de se déshabiller. Elles furent saupoudrées de poudre blanche dépouillage, une neige chimique piquante qui les dépouilla de leur dernière dignité. Mais les médecins qui les examinèrent étaient vifs, leurs mains professionnelles, ne violant pas. Ils traitèrent les blessures avec des bandages propres et un antiseptique piquant. Akiko regarda un jeune aide-soignant américain nettoyer doucement une entaille sur le bras de Yumi, une autre infirmière. Il sourit à Yumi qui tressaillit, s'attendant à un coup. Il tapota juste son épaule et passa à la femme suivante. Elles furent chargées dans des camions, pas des wagons à bestiaux mais des transports à ciel ouvert. Le voyage vers la côte fut une révélation de la puissance américaine. Les routes, pulvérisées par la bataille quelques jours auparavant, étaient déjà nivelées par d'énormes machines jaunes. Le port n'était pas un port, c'était une forêt de mâts d'acier. Des dizaines de navires gris plus grands que tous ceux qu'Akiko avait jamais vus étaient assis dans l'eau, des grues soulevant la cargaison de leur cale dans un cycle rythmique sans fin. Elles furent emmenées à un navire de transport, un vaste mur gris d'acier. Les marins sur le pont, jeunes hommes en chapeau blanc, mâchaient du chewing-gum et les regardaient monter à bord avec une sorte de curiosité ennuyée. Il n'y avait pas de haine dans leurs yeux, pas de triomphe. C'était l'intérêt détaché de gardiens de zoo observant de nouvelles acquisitions. Cela, plus que la brutalité, brisa les défenses d'Akiko. Pour les soldats divins de l'empereur, ces Américains étaient l'ennemi démoniaque ultime. Pour les Américains, les Japonais n'étaient qu'un problème à traiter. Elles furent montrées à une cale profonde dans le navire. Ce n'était pas une cage. C'était une pièce remplie de couchettes métalliques à étages, chacune avec un matelas fin et une couverture de laine propre. L'air vrambissait avec le pouls profond et régulier des moteurs. Cette nuit-là, le premier repas arriva. Ce n'était pas juste un bol de riz. C'était un plateau métallique lourd de nourriture. Un ragoût épais avec des morceaux de bœuf,
une tranche de pain blanc avec un carré de beurre jaune, et une tasse fumante de café, son arôme si riche qu'il rendit Akiko étourdi. Les femmes pleurèrent. Elles mangèrent avec une ferveur animale, accumulant le pain, léchant les plateaux propres. Le voyage à travers le Pacifique prit des semaines. La peur de la capture se dissolva lentement en un ahurissement profond et paralysant. Les Américains naviguaient avec les lumières allumées. La nuit, Akiko et les autres femmes étaient parfois autorisées sur le pont pour prendre l'air. Elles se tenaient dans l'engrain salé, regardant les autres navires du convoi, îles lumineuses sur l'eau sombre, se déplaçant avec une arrogance qui défiait la menace des sous-marins. Les Américains naviguaient comme si l'océan leur appartenait. Ils n'ont pas peur, chuchota Yumi une nuit, sa voix pleine d'une terrible crainte. Ils n'ont peur de rien. L'éducation d'Akiko en propagande avait été absolue. L'Amérique était une nation d'individus égoïstes, décadents, faibles et déchirés par le chaos racial. Leurs soldats étaient paresseux, leur industrie était une imposture. Pourtant, chaque jour sur ce navire, le mensonge était mis à nu. Les marins étaient disciplinés, le navire fonctionnait selon un horaire d'une précision terrifiante. Les cuisines produisaient une nourriture abondante et sans fin. Les douches coulaient avec de l'eau chaude et fraîche. Leurs gardes, de jeunes marines, les traitaient avec une courtoisie distante qui n'était ni gentille ni cruelle. C'était simplement correct. Elles étaient des prisonnières, et les gardes étaient une barrière fonctionnelle. Ils répondaient aux questions s'ils le pouvaient, mais surtout, ils lisaient des magazines remplis d'images colorées de femmes souriantes et d'automobiles brillantes, comme si la guerre était une interruption mineure. Au fil des semaines, la conversation des femmes passa de la honte à la curiosité. Qu'était cette Amérique? Où était-elle emmenée? Ils vont nous mettre dans des usines, insista une femme. Ils vont nous faire construire des bombes à larguer sur nos maisons. Ils n'ont pas besoin de nous pour construire des bombes, dit Yumi doucement, faisant un geste vers le navire massif autour d'elle. Ils sont l'usine. Quand le littoral apparut finalement, ce n'étaient pas les basses collines vertes de chez elle. C'était une ligne de géométrie impossible. Akiko pressa ses mains contre la rambarde d'acier froid alors que le navire passait sous une structure si vaste qu'elle semblait défier la gravité. C'était un pont peint d'un rouge profond et impossible, s'élançant sur l'eau, ses tours cachées dans le brouillard matinal. Au-delà, une ville de tours blanches s'élevait des collines, brillant dans la lumière de l'aube, intacte par la guerre, sereine et puissante. Le navire glissa dans la baie de San Francisco, et Akiko regarda la civilisation qui l'avait vaincue. Ce n'était pas une terre de démons, c'était une terre de géants. Le quai à San Francisco était une symphonie de bruits industriels. Les mouettes tournoyaient et criaient au-dessus, leurs cris perdus dans le rugissement des moteurs de camions, le grondement des chariots élévateurs et le clang rythmique des grues à portique déchargeant encore et encore un autre navire gris. L'activité assourdissante pure était le premier coup. Ce n'était pas une nation rationnant sa force, c'était une nation dont la force était sans limite. Un volcan de production qui ne montrait aucun signe de fatigue. Akiko et les autres femmes furent conduites en colonne serrée, tête baissée, leurs mouvements raides d'un mélange de terreur et de honte. Les marins américains et les dockers les regardaient à peine, s'écartant comme si elles étaient un problème logistique, une expédition de marchandises à déplacer du point A au point B. Le manque de malveillance ouverte était, à sa manière, le coup le plus cruel. Cela confirmait leur insignifiance. Elles furent déplacées du quai à une gare de triage, une étendue tentaculaire de voies qui semblait s'étendre jusqu'à l'horizon. Le gravier et les scories étaient tranchants sous leurs fines oris. C'est ici que la lanière de la sandale droite d'Akiko, déjà usée par la jungle, se cassa finalement. La semelle de paille s'affaissa inutilement. Elle trébucha, se rattrapant avant de tomber, et fut forcée de boiter, un pied nu sur les roches tranchantes tachées d'huile. Elle pouvait sentir la peau se briser. Chaque pas était une nouvelle petite agonie, mais l'humiliation était pire. Un garde derrière elle aboya. « Continuez d'avancer, Tojo !» Elle tressaillit, mordant sa lèvre pour s'empêcher de crier, et se dépêcha, laissant la sandale cassée derrière elle. Elle s'était chargée dans un train, mais c'était un train différent de tous ceux qu'Akiko avait jamais vus. Ce n'étaient pas les wagons de marchandises en bois non chauffés de l'armée impériale. Les wagons étaient longs et élégants, peints d'un vert profond et riche, avec des mots en lettres dorées sur leur côté. Pullman. Un policier militaire se tenait à la porte, cochant des noms sur un presse-papier. Alors qu'Akiko atteignait les marches, elle fit une pause, essayant de monter avec son pied nu ensanglanté. Le garde derrière elle éleva à nouveau la voix. Mais le policier militaire à la porte, un jeune caporal, son visage pas dur mais fatigué, leva une main. « Attendez, sergent, dit le caporal. » Il regarda Akiko. Il n'était pas l'un des géants du navire. Il était de taille moyenne, avec des cheveux blond sable sous sa coiffe de casque.
Il regarda son pied nu, puis son visage. Il ne ricana pas. Son expression était d'exaspération légère. « Mon Dieu, marmonna-t-il. Il regarda en bas de la plateforme. « Attendez ici. » Il prononça le mot lentement, faisant signe de rester comme à un enfant. Il partit en courant, disparaissant dans un petit bâtiment de gare. Le garde derrière elle grogna, mais l'autorité du caporal tint. Akiko resta debout, tremblante, objet d'une attention soudaine et non désirée. Yumi, juste à l'intérieur du train, regardait avec de grands yeux effrayés. Le caporal revint une minute plus tard. Il tenait non pas une sandale, mais une paire de simples chaussures en toile et des chaussettes en coton blanc. Il avait dû les réquisitionner d'un casier de fourniture. Il s'agenouilla. Toute la gare de triage sembla tomber silencieuse. Un soldat américain, un vainqueur, s'agenouillait devant une prisonnière japonaise. Il ne regarda pas son visage. Il poussa les chaussettes et les chaussures vers elle. « Mettez-les, dit-il, sa voix basse et bourrue, comme s'il était embarrassé. On a un long chemin à faire. » Akiko fixa l'offrande. Elles étaient à un monde de la simple paille de ses oris. Elles étaient complexes, manufacturées, parfaites. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine enfiler les chaussettes. Le caporal, voyant sa difficulté, soupira « Tenez ». Il attrapa sa cheville fermement, pas cruellement, mais avec une force impersonnelle, et souleva son pied, brossant le gravier des coupures. Il enfila la chaussette pour elle, puis guida son pied dans la chaussure. Il fit de même pour l'autre, ses mouvements rapides et efficaces. Il attacha les lacets. Il se leva, son visage rougit. « Bon, montez, dit-il, retournant à son presse-papier, son bref moment d'humanité déjà enterré sous la procédure. Akiko murmura « Arigatou ?» si bas qu'il ne l'entendit peut-être pas. Elle monta dans le train, le coton doux et propre contre sa peau se sentant comme un choc plus profond que la poudre d'épouillage. L'intérieur du wagon était un palais. Les sièges n'étaient pas des bancs en bois mais des coussins rembourrés en peluche qui s'enfonçaient sous son poids. Les murs étaient lambrissés de bois cendre poli et les garnitures métalliques brillaient. Même les luminaires étaient ornés, leurs ampoules brillant d'une lumière douce et régulière. « C'est la première classe », chuchota Yumi du siège à côté d'elle. « C'est pour les daimyo. » Akiko ne pouvait que hocher la tête, touchant le rideau de velours qui pendait près de la fenêtre. Le train commença à bouger, pas avec la secousse brutale d'un transport de troupes, mais avec une glisse lisse et puissante. Un garde différent, plus âgé avec un visage gentil, passa dans le wagon avec un lourd pot en argent. « Café, mesdames, offrit-il. » On leur donna le café dans des tasses en porcelaine blanche, épaisse. C'était réel, c'était noir, chaud et sucré avec du sucre. On leur tendit une boîte de nourriture, un sandwich fait de pain blanc épais et moelleux, un morceau de fruit, une orange, si brillante et parfaite qu'elle avait l'air fausse, et un morceau de chocolat enveloppé. Les femmes mangèrent dans un silence stupéfait. Ce n'était pas une ration de prisonniers, c'était un festin. « C'est comme ça qu'ils voyagent, » dit le garde plus âgé, voyant leurs expressions. Il sourit. « C'est juste comme ça que sont les trains ici. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. « C'est juste comme ça que sont les trains ici. » C'était l'abondance désinvolte et irréfléchie d'une nation qui n'avait jamais connu le manque. Alors que le train quittait les vastes gares de triage d'Auckland, le paysage de l'Amérique se déroula. Elles passèrent devant mes banlieues, des rangées de maisons en bois soignées, chacune avec son propre carré d'herbe verte, chacune avec une voiture garée dans l'allée. Elles entrèrent dans la grande vallée de Californie. Ce n'était pas un paysage de petites rizières méticuleusement entretenues, c'était un océan d'agriculture, des champs s'étendaient jusqu'à l'horizon, si vastes que des villages entiers pouvaient s'y perdre. Et les champs n'étaient pas travaillés par des hommes avec des bœufs, ils étaient travaillés par des machines. Des tracteurs géants, peints de couleurs vives, rampaient sur la terre, tirant des charrues qui retournaient 10 sillons à la fois. Des pompes électriques bourdonnaient, tirant l'eau de puits profonds et la pulvérisant en arcs parfaits scintillant sur les cultures. « Tellement » respira Yumi, son visage pressé contre la vitre. « Ils ont des machines pour faire le travail de 1000 hommes, et la guerre n'est même pas ici. » La véritable révélation vint avec l'obscurité. Au Japon, la nuit avait été absolue, une couverture étouffante de noir imposée par le blackout. Allumer une allumette près d'une fenêtre risquait une correction du Keibitai. Ici, alors que le soleil se couchait, l'Amérique ne s'assombrissait pas, elle s'enflammait. Akiko regarda, son cœur battant avec une émotion nouvelle et étrange qui était en partie terreur, en partie émerveillement. D'abord les maisons de ferme. Une par une, des carrés jaunes de lumière apparurent, chauds et défiants dans le crépuscule. Puis, elles passèrent une petite ville. Les rues étaient bordées de lampes, projetant des flaques de lumière blanche sur le trottoir. Mais ce furent les enseignes qui lui coupèrent le souffle.
Des tubes verts courbés en lettres brillaient de couleurs liquides impossibles. Rouge, bleu et vert vif. Coca-Cola, Ford, pharmacie. Le chapiteau d'un cinéma flamboyait avec des centaines d'ampoules individuelles clignotant en séquence. Le train passa en trombe, mais la lumière les suivit, une rivière d'énergie coulant à travers le continent. Chaque ville était une île de lumière, chaque autoroute un collier de perles. Ils n'ont pas peur, chuchota Akiko. Les mots étaient pour elle-même. Ils gaspillent tellement de lumière. Ils ne doivent avoir peur de rien. Le train grimpa dans les montagnes, les pins sombres de la Sierra Nevada. Un bref retour à une obscurité familière. Mais ensuite, ils descendirent dans le désert, et au loin, une lueur apparut à l'horizon. Il devint de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il se résolve en une ville qui semblait être entièrement faite de lumière. C'était un amas d'étoiles tombées sur terre. Une célébration frénétique, joyeuse et criarde de l'électricité. Renaud, dit le caporal, son caporal, pensa-t-elle, celui avec les chaussures, en marchant dans l'allée, vérifiant les fenêtres. Il la vit regarder fixement. La plus grande petite ville du monde, dit-il, comme si cela expliquait le miracle. Les femmes étaient assises, hypnotisées, leurs visages peints par les couleurs néon clignotantes des casinos qui défilaient. Elles n'avaient pas faim. Leur ville n'était pas en ruine. Elle brillait, elle jouait. Tout était un mensonge, dit Yumi, la voix brisée. Elle pleurait silencieusement. Nos leaders, ils nous ont menti. Ils ont menti sur tout. Ako ne répondit pas. Elle regarda les chaussures de toile robustes à ses pieds. Un seul acte simple de gentillesse d'un soldat. Elle regarda par la fenêtre l'océan de lumière qui défiait le concept même de guerre. Ce n'était pas une nation d'individus décadents et faibles. C'était une civilisation si puissante qu'elle pouvait se permettre d'être gentille. C'était un pouvoir qui n'exigeait pas de sacrifice. Il était construit sur une énergie si vaste qu'elle pouvait illuminer tout le ciel nocturne simplement parce qu'elle le voulait. Le train accéléra, son clic-clac rythmique et régulier, le son d'un continent qui n'avait jamais appris la signification de la peur. Le train traversa le désert dans un rêve de chaleur et de lumière. Après l'éclat hallucinatoire de Renaud, la journée était un vide blanc et plat. Ako regarda le paysage défiler par la fenêtre, une géologie qui défiait l'échelle humaine. Ce n'était pas le petit monde vert et intime de sa patrie, où chaque montagne avait un nom et chaque ruisseau avait un esprit. C'était un lieu d'indifférence divine. La terre était vaste, brute, et semblait avoir été créée quelques instants auparavant seulement. Pourtant, elle n'était pas intacte. Pendant des heures, ils roulèrent parallèlement à une seule clôture sans fin, poteaux de bois et fils barbelés s'étendant d'un horizon à l'autre, coupant le monde en une ligne parfaitement droite. Qui pouvait posséder autant de vide ? Quel genre de personne pouvait tracer une ligne à travers la terre elle-même et dire « Ceci est à moi ». Au Japon, la richesse d'un homme se mesurait en koku de riz, dans un espace de la taille d'un jardin. Ici, elle se mesurait dans un espace de la taille d'une préfecture. C'était l'arrogance d'un peuple qui n'avait jamais connu de limite. Les femmes étaient tombées dans un silence collectif profond. Le choc du voyage avait consumé leur peur, laissant un épuisement creux et douloureux. Elles n'étaient plus des soldats d'un empire divin. Elles étaient des fantômes transportés à travers une terre de machines impossibles et de dieux désinvoltes. La routine du train était elle-même une forme de guerre psychologique. 3 fois par jour, elles étaient nourries. La nourriture n'était pas seulement de la subsistance, c'était une insulte. Elle était abondante, variée et chaude. Au petit déjeuner, il y avait des œufs et d'épaisses tranches de porc frit, et du pain si blanc et doux qu'il semblait être fait de nuages. Et toujours le café. Les gardes marchaient dans les allées avec leurs pots en argent remplissant les tasses, leurs mouvements paresseux, leurs visages ennuyés. Le 3e soir, les femmes furent conduites en petits groupes au wagon-restaurant. Le wagon était un autre monde. De petites tables étaient couvertes de nappes en lin blanc, chacune mise avec des couverts en argent poli et un verre d'eau. Un homme noir, en veste blanche impeccable, se déplaçait entre les tables, plaçant des assiettes de nourriture devant les prisonnières, avec le même professionnalisme détaché qu'il aurait montré à n'importe quel client payant. Ce soir, c'était du poulet rôti avec des collines de purée de pommes de terre et des petits pois verts vifs. Ako était assise avec Yumi, les mains tremblantes. Elle portait les chaussures de toile. Elle ne les avait pas enlevées, terrifiée qu'elles lui soient retirées. Elle leva les yeux alors qu'un garde s'asseyait à la table la plus proche de la porte. C'était lui, le caporal aux cheveux blond sable qui lui avait donné les chaussures. Il n'était pas en service, mais il mangeait son propre repas. Son fusil était appuyé contre le mur à proximité. Il croisa son regard et hocha la tête, une petite reconnaissance polie. « Bonsoir, madame. » Ako ressentit une bouffée chaude de honte et de gratitude.
Elle se sentit obligée de répondre. Elle fit une courte révérence raide depuis son siège. Le caporal, dont elle apprit plus tard que le nom était Sam, sourit. Ce n'était pas un rictus, c'était un véritable sourire fatigué. Il fit un geste vers ses pieds sous la table. « Les chaussures vont bien ?» Ako comprit le geste, sinon tous les mots. « Oui, dit-elle, son anglais maladroit. »« Bien, merci. »« De rien, dit-il. » La prononciation était terrible, mais l'effort était indubitable. Il avait cherché. Il sirota son café. « Sam Nolan, dit-il, tapant sur sa propre poitrine. Du Wyoming. Grand État, beaucoup de nous. » Il fit un geste de corne avec ses doigts. « Vache. » Ako ne pouvait que fixer. Ce n'était pas l'interrogatoire pour lequel elle avait été formée, c'était une conversation. « Vous parlez anglais » demanda-t-il. « Un peu » chuchota Ako. Elle l'avait appris à l'école d'infirmière, une compétence secondaire obligatoire. « Je suis Ako. »« Ako » répéta-t-il, goûtant le nom. « Joli. » Il semblait manquer de choses à dire, et un silence s'installa entre eux, rompu seulement par le cliquetis des couverts et le rythme du train. Les autres femmes mangeaient avec une vitesse frénétique et silencieuse, les yeux sur leurs assiettes. Elles ne regardaient pas l'Américain. Sam finit son repas et alluma une cigarette. Il la vit l'observer et, se souvenant de son faux pas antérieur sur le quai, il haussa simplement les épaules. Habitude, semblait-il penser. Puis il tendit la main dans la poche de sa poitrine et sortit un portefeuille en cuir usé. Il le tripota un moment avant d'extraire une petite photographie au coin corné. Il ne la lui tendit pas. Il la plaça simplement sur sa table, la tournant pour qu'elle puisse voir. C'était une image d'une jeune femme souriante aux cheveux bouclés brillants, debout devant l'une des petites maisons en bois qu'elles avaient vues depuis le train. Elle tenait un bébé gras et riant enveloppé dans une couverture blanche. « Ma femme Marie ?» dit Sam, la voix plus douce. « Et c'est Sam Junior, il a 6 mois. » Ako regarda la photographie, et le dernier fragment fragile de son éducation impériale se brisa. C'était l'ogre. C'était le démon blanc, le barbare qui devait souiller et détruire. Il n'était pas un monstre. C'était un homme avec un foyer et une femme aux yeux gentils et un enfant en bonne santé. Il était là, à des milliers de kilomètres d'eux, combattant une guerre qu'il ne comprenait probablement pas, tout comme son frère, dont la dernière lettre de Birmanie ne parlait que de pourriture dans la jungle et de faim. La propagande n'avait pas seulement été un mensonge, cela avait été un mensonge stupide, enfantin et cruel. Elle avait dépeint ces hommes comme des démons, mais elle ne l'avait jamais préparé à leur humanité simple et dévastatrice. Elle ne l'avait jamais préparé à leur gentillesse. La cruauté, elle aurait pu l'endurer. La gentillesse était insupportable. Cela signifiait que toute la mort, tout le sacrifice à Saipan n'était pas un acte glorieux de défi spirituel. C'était un gaspillage insensé et horrible. Ako regarda de la photo à Sam Nolan. C'était juste un garçon vraiment, à peine plus âgé qu'elle. Sa maison lui manquait, son enfant lui manquait, et il s'était agenouillé sur un quai sale pour mettre des chaussures à son pied ensanglanté. Elle mit ses mains sur son visage, un sanglot sec et déchirant se prenant dans sa gorge. Yumi posa une main sur son bras, terrifiée. Sam avait l'air alarmé, son visage rougissant. « Eh madame, vous allez bien ?» Ako je ne voulais pas. Ako lutta pour se contrôler, essuyant ses yeux. Elle inclina profondément la tête. « Il est très beau, parvint-elle à dire, pointant le bébé. « Votre fils ?» Sam eut l'air soulagé. « Oui, dit-il, souriant doucement en rangeant la photo. Oui, il l'est. » Le repas se termina. Les gardes reconduisirent les femmes à leur wagon. Alors qu'Ako passait devant Sam, elle s'arrêta et lui fit une révérence formelle et appropriée. Il fut si surpris qu'il se leva presque, finissant par un hochement de tête maladroit à moitié debout. La soirée était terminée. Elle avait duré peut-être 15 minutes. Elle avait tout changé. Le voyage en train dura 2 jours de plus. La terre changea à nouveau, du haut désert aux collines brunes ondulantes, et finalement à une étendue plate cuite par le soleil qui semblait s'étendre inchangé pour toujours. L'air qui venait par les bouches d'aération n'était plus sec. Il était épais, humide et étouffant de chaleur. Le sifflet du train résonna, un son long et lugubre. Les freins sifflèrent. Le long mouvement rythmique qui avait été leur monde pendant près d'une semaine prit fin. « D'accord, mesdames, fin de la ligne », appela un garde. « Prenez votre équipement, bienvenue au Texas. » Elles descendirent du wagon de train frais, sombre et civilisé dans un mur de chaleur. La lumière était aveuglante, un éclat blanc chatoyant qui se reflétait sur le sol pâle et poussiéreux. Au loin, des rangées de simples casernes en bois goudronné noir s'étendaient dans une grille militaire précise, entourée de clôtures qui sentillaient de barbelés. Mais ce n'était pas le camp qui retenait leur attention. C'étaient les gardes.
Ce n'étaient pas les Marines du navire ou les policiers militaires du train, c'étaient des hommes différents. Ils étaient grands, minces, et se déplaçaient avec une grâce lente et délibérée. Ils portaient les mêmes uniformes beiges, mais leurs chapeaux étaient différents, à large bord avec une couronne haute, et ils portaient des bottes qui semblaient étranges pour des soldats avec des talons hauts inclinés. Ils ne marchaient pas, ils se tenaient près de leurs chevaux. Ako avait vu des chevaux de cavalerie au Japon, c'étaient de petits animaux combatifs. Ceux-ci étaient des titans. C'étaient des bêtes élégantes et puissantes de muscles et de brillance, piétinant impatiemment dans la poussière. Un homme descendit d'un grand cheval châtain et alors qu'il marchait vers le train, ses pas produisaient un petit son métallique chantant. Tintement, cliquetis, tintement, cliquetis. Il s'approcha du policier militaire en charge et Akiko fixa les bottes de l'homme. Il avait des roues de métal attachées à ses talons, des éperons. L'homme qui avait un visage comme du cuir tanné regarda la colonne de femmes japonaises. Ses yeux n'étaient ni hostiles, ni gentils, ni rien. Il regardait simplement. Il les vit, nota leur présence et se retourna vers le policier militaire. Il parla d'une voix qui n'était pas un cri, mais un traînement musical grave qui étirait ses mots en de nouvelles formes étranges. « Vous les avez, n'est-ce pas ?» Il dit « Eh bien, je suppose que nous allons les installer. Allez, les filles. » Il ne souleva pas son chapeau, il ne sourit pas. Il fit simplement un geste du menton vers la porte. Ako, Yumi et les autres femmes commencèrent à marcher, entourées d'hommes à cheval, qui se déplaçaient comme s'ils étaient nés en selle. Elle avait été emmenée de son île par des démons de métal, transportée à travers l'océan par des géants mécaniques et portée à travers un continent par un dragon d'acier et de lumière, seulement pour être livrée à un camp de prisonniers dirigé par des cow-boys. C'était l'Amérique. C'était une terre de machines et une terre de mythes, tout à la fois. C'était un endroit où un soldat pouvait vous montrer une photo de son bébé et où un garde pouvait monter un cheval comme un chevalier médiéval. Elle ne pouvait pas le comprendre. Elle ne pouvait que finalement s'y abandonner. Les portes du camp Swift ne se fermèrent pas avec la finalité sinistre d'une prison. Elles se fermèrent avec le bruit métallique efficace d'une machine bien huilée. Les femmes furent conduites devant les cow-boys, qui étaient assis au sommet de leurs chevaux agités, observant les nouvelles arrivantes avec le même intérêt placide et tanné par le soleil qu'ils pourraient donner à un troupeau de nouveaux bétails. Leur absence d'hostilité manifeste était 1000 fois plus troublante que les cris des soldats à Saipan. Ce n'était pas une conquête, c'était une administration. Leurs casernes n'étaient pas les taudis infestés de poux et remplis de paille de la propagande. C'étaient de longs bâtiments en bois simple, mais ils étaient parfaits. Les planches étaient coupées avec précision, les toits en papier goudronné étaient immaculés, les fenêtres n'étaient pas des trous barricadés, mais des vitres de verre propres et claires qui glissaient pour laisser entrer la brise. Quand Ako entra, la première chose qu'elle remarqua fut l'odeur, non pas de corps non lavés et de peur, mais de pain, de bois fraîchement coupé et de cire à parquet. La deuxième chose qu'elle remarqua fut la lumière. Au centre de la pièce, suspendue à un fil, il y avait une seule ampoule de verre nu. C'était le jour, mais l'ampoule était allumée. Elle brillait d'une lumière blanche, régulière et arrogante. Un garde, les voyant fixés, marcha vers le mur et bascula un petit interrupteur noir. La lumière disparut. Il le bascula à nouveau. Elle revint. Il sourit comme s'il effectuait un simple tour de magie pour des enfants. « Électricité », dit-il. Cette nuit-là, alors que le crépuscule tombait, tout le camp s'épanouit. Les lumières s'allumèrent dans chaque caserne. Les lumières brillaient des tours de garde. Des guirlandes d'ampoules illuminaient les chemins entre les bâtiments. La clôture du périmètre elle-même était baignée d'un éclat blanc dur qui transformait la nuit en jour artificiel. Au Japon, une seule ampoule faible dans un bunker de commandement était un luxe. Ici, ils utilisaient l'électricité comme une arme. Une déclaration aveuglante et désinvolte, qu'ils avaient tant de pouvoir qu'ils pouvaient se permettre de simplement la jeter sur l'obscurité. La désorientation s'approfondit avec la première douche. Elles furent conduites vers un bâtiment en béton. Ako s'attendait à une auge et à un robinet d'eau froide. Au lieu de cela, elle trouva une rangée de tuyaux métalliques avec des têtes perforées brillantes. Quand elle tourna le bouton, de l'eau chaude sous pression, si chaude qu'elle créait de la vapeur dans l'air, jaillit. C'était illimité. Elle et les autres femmes se tinrent sous le jet, frottant la crasse du voyage, et pleurèrent. C'était un baptême de honte. Comment pouviez-vous combattre une nation qui fournissait à ses ennemis de l'eau plus chaude que le ryokan à Atami ? Leurs affectations de travail étaient une descente supplémentaire dans le pays des merveilles. La blanchisserie du camp n'était pas une pièce de femme battant des vêtements contre des pierres. C'était une caverne de tambours d'acier rotatif tonitruant. Des femmes américaines, des civils de la ville voisine, se déplaçaient avec une facilité détendue, alimentant des rivières d'uniformes souillés dans les machines, qui tuisaient à la vapeur et tournaient,
et quelques minutes plus tard les recracher propres. Les femmes japonaises furent mises au travail pour plier, et le volume pur de coton propre et chaud était écrasant. Les cuisines étaient encore plus étonnantes. C'étaient des royaumes de carrelage blanc et d'acier inoxydable. Les fours n'étaient pas des fosses chauffées au bois, c'étaient des boîtes massives émaillées avec des fenêtres en verre et des cadrans précis. Les réfrigérateurs étaient des pièces dans lesquelles on pouvait entrer, leurs intérieurs froids et remplis de quartiers de bœuf, de caisses d'œufs et de montagnes de beurre. L'air sentait constamment la viande rôtie et le pain frais fraîchement cuit. Le cuisinier, un homme massif en sueur dans un tablier blanc, leur criait dessus, mais pas avec malveillance. Il criait parce que les mixeurs étaient bruyants. « Épluchez ces patates, nous n'avons pas toute la journée, tonna-t-il, faisant un geste vers une montagne littérale de pommes de terre. Il nourrissait des milliers de prisonniers et de gardes avec l'efficacité d'une usine, et les restes qu'il jetait étaient plus qu'Ako n'en avait vu en un mois à Saipan. Un après-midi, Yumi, son amie, s'effondra de la chaleur, le visage pâle. Ako la précipita à l'infirmerie du camp, ses vieux instincts d'infirmière prenant le dessus. Elle s'attendait à un lit de camp et à une tasse d'eau. Elle entra dans un bâtiment qui était plus propre que n'importe quel hôpital d'Osaka. Les sols étaient en linoléum blanc, la lumière provenait de longs tubes bourdonnants de gaz fluorescent. Le médecin américain, un homme plus âgé avec des lunettes, examina Yumi avec des mains vives et douces. « Déshydratation et une touche de fièvre, dit-il à Ako comme si elle était une collègue. Nous allons la garder, lui donner des liquides, peut-être un peu de pénicilline, juste au cas où. » Il lui parlait, à elle, une infirmière japonaise, comme à une égale. Il vit l'expression sur son visage. « Vous êtes infirmière ?»« Oui, » Ako murmura. « Bien, vous pouvez aider, » il indiqua. « Nous devons vérifier sa poitrine, voir si elle a inhalé de cette poussière. » Il conduisit Yumi vers une machine dans la pièce suivante. Ako regarda, figé, alors que le docteur positionnait Yumi, se plaça derrière un écran et une machine bourdonna. Quelques instants plus tard, il tenait une feuille translucide de film face à un caisson lumineux brillant. Sur celle-ci, en noir et blanc fantomatique, se trouvait la structure complexe et délicate des propres côtes de Yumi. Une radiographie pour une prisonnière pour une simple fièvre. Ako resta assise avec Yumi ce soir-là, tenant sa main, écoutant le goutte-à-goutte d'une solution intraveineuse d'une bouteille de verre. La technologie, le gaspillage, les soins, c'était trop. Elles n'étaient pas des prisonnières. Elles étaient des sujets dans une expérience incompréhensible. La semaine suivante, Ako fut assigné à un nouveau détail de travail à l'extérieur de la clôture principale. Un groupe de prisonnières, incluant Ako, fut chargé de dégager un fossé de drainage qui avait été inondé lors d'un récent orage. Le sol était une épaisse argile noire aspirante, du gumbo texan, les gardes l'appelaient. Elles étaient supervisées par 3 des gardes cow-boys à cheval et 2 soldats à pied. L'un d'eux était Sam Nolan. Il avait l'air différent dans la dure lumière du jour, son visage brûlé par le soleil, son uniforme taché de sueur. Il lui fit un signe de tête, ce même salut maladroit. Madame Akiko, portant ses précieuses chaussures de toile, essaya de travailler sur la berge, mais la boue était profonde. Alors qu'elle s'efforçait de tirer un enchevêtrement de branches, son pied glissa. La boue saisit sa chaussure, l'arrachant complètement de son pied. Elle disparut sous la boue noire. Elle hoqueta, des larmes de pure panique jaillissant dans ses yeux. Pas la chaussure, c'était la seule gentillesse qu'on lui avait montrée, la seule chose qui était à elle. Elle commença à se précipiter dans le fossé, ne se souciant pas de la boue, mais l'aspiration était trop forte. Elle pataugeait, sanglotant de frustration. Un des gardes cow-boys cria « Hé, restez hors de ça, Tojo, remettez-vous en ligne, ferme-la, Tex !» La voix de Sam trancha l'air. Il passa son fusil sur son épaule. « Attendez, Ako, restez juste là. » Il marcha calmement le long de la berge et entra directement dans la boue qui lui arriva au-delà des genoux. Il grogna, tâtonnant avec son propre pied botté. Bon sang. Il plongea son bras jusqu'au coude, son visage se tordant d'effort. Après un long moment, il retira son bras avec un fort bruit de succion. Il tenait la chaussure couverte de boue. Il retourna, alla au tonneau d'eau et la rinça du mieux qu'il put, l'argile noire coulant de la toile. Il marcha vers elle. Il était couvert de saleté. Il n'avait pas l'air en colère, il avait juste l'air fatigué. Il lui tendit la chaussure dégoulinante. « Vous allez devoir nettoyer ça, dit-il, comme si c'était la chose la plus normale au monde. » Il se tourna vers le garde cow-boy. « Elle perd une chaussure, elle ne peut pas travailler, je résolvais juste un problème. » Ce soir-là, le camp offrit une autre de ces gentillesses bizarres, un film en plein air. Un énorme drap blanc avait été tendu entre 2 poteaux et un projecteur ronronnait à l'arrière d'un camion. Les prisonnières reçurent l'ordre de s'asseoir par terre dans un carré désigné. Les gardes se tenaient autour du périmètre en fumant, regardant le film eux-mêmes. C'était une comédie.
Des hommes glissaient sur des pots de bananes, lançaient des tartes et parlaient en anglais rapide et insensé. Les gardes américains rugissaient de rire, un son profond et libre. Les femmes japonaises regardaient dans un silence vide et terrifié. Elles ne comprenaient pas l'humour. Elles comprenaient seulement que leur geôlier, au milieu d'une guerre mondiale, avait le temps et l'énergie pour ceci, cette frivolité. Ako était assise à l'arrière, nettoyant les derniers restes de boue de ses lacets. Elle vit Sam Nolan appuyé contre une jeep, des bras croisés. Il était de service, mais il regardait le film, un petit sourire sur son visage. Elle ressentit un besoin accablant de fermer le cercle. Elle se leva. Le garde le plus proche d'elle se tendit. « Asseyez-vous. »« De l'eau, » dit Ako, pointant le tonneau près de la jeep. « Misu. » Le garde grogna et lui fit signe de continuer. Elle marcha lentement, son cœur battant, vers le tonneau d'eau. Sam leva les yeux, surpris de la voir. « Madame ?» Elle remplit une tasse en fer blanc, ses mains tremblant. Elle baissa la tête, tenant la chaussure propre. « Nolan-san »« Sam », il corrigea. « Juste Sam. »« Sam-san. » Elle leva la chaussure. « 2 fois, dit-elle, tapotant son pied. Vous aidez viande, allez. » Il semblait embarrassé, regardant vers le bas. « C'est juste une chaussure, madame, pas besoin de... »« Pourquoi ?» elle demanda, le mot anglais jaillissant. « Pourquoi gentil ?» Sam avait l'air confus. « Gentil ? Je ne sais pas, c'est juste une chaussure. » Il regarda l'écran de cinéma où un homme était heurté par une voiture et rebondissait. Il ricana. « Fou, n'est-ce pas, nos films ? Nous ne comprenons pas, Ako dit. Pourquoi rire ? Il y a une guerre. » Sam se tourna vers elle et son sourire s'effaça. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, non pas comme une prisonnière, mais comme une personne. « Madame, dit-il, sa voix basse, nous rions parce qu'il y a une guerre. C'est comme ça qu'on passe à travers. Ça, et il haussa les épaules, nous savons que nous allons gagner. » La déclaration n'était pas une vantardise. Ce n'était pas de la propagande, c'était un simple fait inattaquable. C'était comme s'il disait que le ciel était bleu. C'était le vrai secret terrifiant de l'Amérique. Ils n'étaient pas seulement puissants, ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient confiants. Ils avaient tellement de tout, tellement d'acier, tellement de nourriture, tellement d'électricité, tellement de foi, qu'ils pouvaient se permettre de montrer des films à leurs prisonniers et d'avoir leurs soldats qui entraient dans des fosses de boue pour récupérer une seule chaussure perdue. Ako regarda cet homme simple qui manquait son bébé et croyait en son pays avec la même certitude tranquille qu'elle avait autrefois cru en son empereur. Elle comprit finalement que la guerre était déjà terminée. Elle avait été terminée avant même qu'elle ne quitte Saipan. Elle n'était qu'un fantôme, et c'était l'impossible, brillante, gentille et terrible vie après la mort. Décembre arriva au Texas avec un froid humide et fin qui ne ressemblait en rien à la neige franche et honnête d'Hokkaido. C'était une humidité qui s'installait dans les eaux, portant l'odeur de fumée de bois et d'argile humide. Dans les baraques, les femmes se serraient plus près des poêles en fonte, leurs conversations devenant plus courtes, leurs pensées se tournant vers les foyers qu'elles ne reverraient peut-être jamais. La guerre en Europe était une rumeur lointaine, mais la guerre dans le Pacifique était un brasier, et elles étaient les braises, en sécurité et froides, à un monde de distance. Une semaine avant Noël, le commandant du camp fit une annonce qui les déconcerta. Le camp tiendrait un service de fête dans la salle de récréation principale. Les prisonnières étaient invitées, non obligées, à y assister. Une chorale de la ville locale de Bastrop allait se produire. « Une fête chrétienne, Yumi ricana, sa voix cassante. Ils se moquent de nous avec leur religion. Ils se moquent de nous avec leur nourriture, marmonna une autre femme, pensant au dîner de Noël à venir qui leur avait été promis. Ils vont festoyer pendant que nos frères meurent de faim sur des îles dont nous n'avons jamais entendu parler. » Mais la curiosité, plus forte même que l'orgueil, les attira. Ce soir-là, Ako et la plupart des autres femmes entrèrent dans la salle. Elle était décorée avec des branches de pin et des guirlandes de lumières électriques colorées qui brillaient comme des joyaux. Les gardes se tenaient le long des murs, leurs fusils inclinés, mais leurs visages étaient détendus, presque ennuyés. La chorale, des civils dans leurs habits du dimanche, se rassembla sur une scène basse. Ils commencèrent à chanter. Les chansons étaient étranges, des mélodies entraînantes. Puis le chef de chœur annonça la chanson finale. L'organiste joua un refrain simple et familier. La chorale commença à chanter en anglais. « Douce nuit, sainte nuit ». Un choc de reconnaissance passa à travers les femmes japonaises. La main d'Akiko vola à sa bouche. Elle connaissait cette mélodie de l'école missionnaire chrétienne de Nagasaki. Elle la connaissait sous un nom différent. À côté d'elle, Yumi commença à fredonner, ses yeux grands ouverts avec un souvenir soudain et douloureux d'une époque avant la guerre. Quelques autres femmes se joignirent, un son bas et hésitant. Akiko trouva sa voix.
les mots japonais lui venant sans qu'elle le demande. Kiyoshi kono yoru oshi wa ikari. Les voix de la chorale vacillèrent. Les civils américains se retournèrent, leurs visages masques de confusion, fixant le groupe de prisonnières japonaises qui chantaient, impossible, leur chanson. Les gardes se regardèrent, leurs mains se resserrant sur leurs fusils, incertains si c'était une sorte de ruse. Le chef de chœur, une petite femme aux cheveux blancs, sourit. Elle se retourna vers ses chanteurs et leva les mains, sa voix s'élevant pour rejoindre les prisonnières. Pour un moment, les deux langues, anglais et japonais, s'entrelacèrent, portées par la même mélodie, remplissant la salle de bois d'une seule harmonie fragile. Quand la chanson se termina, il y eut un silence profond. Personne n'applaudit. L'humanité partagée était trop lourde, trop fragile pour être brisée par le bruit. Plus tard cette nuit-là, longtemps après l'ordre d'extinction des feux que personne n'appliquait, Akiko se tenait près de la clôture, fixant le périmètre lumineux sans fin. L'air était froid et vif. Elle entendit un son, le piétinement d'un cheval, le tintement d'un harnais. À travers l'obscurité, un groupe de cavaliers émergea, les cow-boys. Ils étaient assis sur leurs chevaux juste à l'extérieur de l'éclat des lumières, leurs formes comme des statues, leurs chapeaux à larges bords silhouettés contre les étoiles. Ils n'apportaient pas de cadeaux. Ils ne chantaient pas. Ils regardaient simplement, témoins. L'un d'eux, l'homme au visage tanné, la vit. Il leva un doigt de ses rênes en un salut silencieux, puis tourna son cheval, et le groupe disparut dans la nuit texane. Le printemps de 1945 apporta une vague de chaleur étouffante et une étrange tension vibrante. Les gardes écoutaient les radios constamment. Leur confiance décontractée fut remplacée par une excitation vive et nerveuse. Puis, un jour d'août, le camp explosa. Des sirènes, non pour une alarme, mais pour une célébration. Les gardes criaient, s'étreignaient, même tiraient leurs pistolets dans le ciel. Le commandant rassembla les prisonnières sur le terrain de parade poussiéreux. Il lut d'un morceau de papier, sa voix formelle mais tremblant d'une émotion qu'Ako ne pouvait identifier. La guerre était terminée. L'empereur avait parlé. Le Japon s'était rendu. La nouvelle n'atterrit pas comme un coup physique. C'était un vide spirituel. Ako regarda Yumi, dont le visage était devenu parfaitement, terriblement vide. Le monde n'avait pas seulement fini. Son fondement même avait été déclaré un mensonge. Le Dieu pour lequel elles avaient été prêtes à mourir n'était qu'un homme à la radio. Les sacrifices, les charges Banzai, les grenades dans les grottes, tout cela avait été pour rien. Ce n'était pas une défaite, c'était une évaporation. Plusieurs femmes s'effondraient à genoux dans la poussière, non de chagrin mais dans un vide profond sans ancrage. Le rapatriement fut rapide. La gentillesse efficace et impersonnelle du camp était maintenant concentrée sur leur traitement de sortie. On leur remit de nouveaux vêtements simples. Elles furent conduites à la même gare, les mêmes wagons Pullman verts attendaient. Sam Nolan était là, faisant partie du détachement les escortant à San Francisco. Il avait l'air plus vieux, les rides autour de ses yeux plus profondes. La guerre était terminée et la fatigue qu'il avait toujours retenue avait finalement réclamé son visage. Akiko le vit près des marches du train, vérifiant le manifeste. Elle avait gardé un petit journal secret dans un carnet qu'elle avait trouvé à l'infirmerie, documentant des lumières électriques, la nourriture, la radiographie, la nuit où Sam avait sorti sa chaussure de la boue. Elle s'approcha de lui, les autres femmes s'écoulant autour d'elle. « Sam-san ». Il leva les yeux et un vrai sourire lent toucha son visage. Akiko rentrant à la maison. C'était une déclaration, pas une question. Oui, maison. Elle tenait son petit journal. « J'écris ce que je vois ici. » Sam hocha la tête, comprenant. Bien. Bien de se souvenir. Il tendit la main dans la poche de sa chemise, passa son paquet de cigarettes et sortit un stylo métallique élégant. Un Parker. « Continuez à écrire, dit-il, le pressant dans sa main. Vous êtes une infirmière. Vous savez comment voir les choses clairement. Vous écrivez la vérité. » Il hésita, puis toucha le bord de sa casquette. « Bonne chance, madame. » Il n'attendit pas de réponse, se retournant vers sa liste. Le bref moment humain se dissolvant déjà dans la procédure militaire. Le voyage de retour à travers le Pacifique fut silencieux. Les femmes n'étaient plus prisonnières, mais elles n'étaient pas encore survivantes. Elles étaient quelque chose entre les deux. Quand le navire entra dans le port de Yokohama, le silence fut absolu. L'horizon scintillant et mythique de San Francisco était un souvenir frais et douloureux. Ici, il n'y avait pas d'horizon.
Il n'y avait que des décombres aplatis aussi loin que l'œil pouvait voir sous un ciel gris chimique. L'air sentait l'eau de mer, la cendre et le charbon de bois. Les gens sur les quais n'étaient pas des gens. C'étaient des ombres, minces et aux yeux creux, leurs vêtements en lambeaux. Ils fixaient les femmes qui revenaient, en bonne santé, propres, portant de nouvelles chaussures avec une haine sourde et envieuse. Ako descendit sur les quais brisés de sa patrie, serrant le stylo américain dans sa poche. C'était le prix du mensonge. L'Amérique les avait vaincus, non pas avec des bombes, mais avec l'abondance. Elle avait écrasé leur esprit, non pas avec la cruauté, mais avec des radiographies, des douches chaudes et des cow-boys qui montaient leurs chevaux comme des rois. Des décennies plus tard, un petit musée ouvrit sur le terrain de l'ancien camp Swift, dédié à son étrange histoire. Un après-midi, une vieille femme japonaise, gracieuse, marcha dans ses couloirs silencieux. Elle regarda les expositions, une baraque restaurée, un étalage des simples cadeaux donnés à Noël, une photographie en noir et blanc des gardes montés, leur visage tanné fixant l'appareil photo avec cette confiance uniquement américaine. Ako Tanaka, qui avait passé 50 ans comme une des infirmières chirurgicales les plus respectées de Tokyo, reconstruisant son pays impatient à la fois, s'arrêta au registre des visiteurs. Elle sortit un stylo argenté fané de son sac à main et écrivit quelques lignes dans le livre. Son anglais appris dans le camp, encore clair et précis. Elle écrivit « Nous sommes arrivés comme servantes d'un dieu mourant. On nous avait appris à craindre les Oni, mais nous avons été accueillis par des hommes. En ce lieu, j'ai vu une nation si puissante qu'elle n'avait pas besoin d'être cruelle et si riche qu'elle pouvait illuminer l'obscurité. Les soldats nous ont rendu nos vies, mais ce furent les cow-boys, silencieux à la clôture, qui nous ont montré la véritable géographie de la liberté.